Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmers, une émission qui... Les Tontons Farmers, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission pour vous, les agriculteurs. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires La Banque Populaire et le groupe Agrica, deux partenaires qui savent prendre des risques en nous soutenant et je les en remercie. Alors, qui sont nos tontons farmers de la semaine? Tout d'abord, Michael Jacquemin, céréalier en la Marne. Et Michael, j'ai vu, grâce à vos messages sur les réseaux sociaux, cet après-midi, qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, dans tous les boutons que l'on trouve aujourd'hui sur les tableaux de bord des tracteurs. Dites-moi, Michael, c'est pas vous qui avez labouré le goudron cet après-midi quand même? Oui, bonjour Jean-Paul. Donc en effet, c'est pas moi, c'est un de mes voisins, mais il y a eu une aire de manipulation sur un tracteur avec des grosses dents. Et malheureusement, l'outil a défoncé le bitume. J'ai pris quelques photos, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux et ça a fait plutôt le buzz aujourd'hui. Et ça va coûter cher. J'accueille aussi Richard Buxan, un fils d'éleveur du nord de la France, qui a réussi puisque son épouse est viticultrice, mais pas n'importe où, attention, viticultrice en région Champagne. Bravo, Richard. Bonjour Jean-Paul. Mais on dit champagne, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Bon, et on aura l'occasion d'en reparler. Et nous recevons aussi l'agriculteur qui doit avoir le record mondial du nombre de participations aux manifs d'agriculteurs, celui qui a fait le siège avec ses amis syndicalistes devant toutes les préfectures de France et de Navarre, celui qui a même osé envahir le plateau TV, notre plateau TV, lors d'émissions en public à Clermont-Ferrand, et je m'en souviens fort bien. J'ai nommé Bernard Larne, président de la coordination rurale, mais avant tout céréalier et aviculteur dans le sud de la France. Alors Bernard, comment se porte le maïs dans le Gers? Je crois qu'il a fait 35. Oui, Jean-Paul, nous dans le Gers, on bat des records de température, comme beaucoup de départements, y compris, j'ai vu en Alsace. Et le maïs dans le Gers, il se comporte très simplement. Ceux qui ont mis de l'eau de l'hiver de côté pour arroser le maïs pendant l'été n'ont pas de problème. Et les autres qui sont en sec, tous les jours, ils font des incantations en espérant qu'un nuage va les arroser. Et pour nous apporter son expertise sur le dossier de la semaine, agriculteur, un métier à risque, nous avons à nos côtés Éric Gérard, directeur général adjoint d'Agrica. Éric, est-ce que vous pourriez, en une phrase seulement, nous dire ce qu'est Agrica? Oui, bonjour Jean-Paul. Alors effectivement, Agrica, c'est le groupe de protection sociale paritaire qui est dédié au monde agricole en général et à ses salariés en particulier. Alors, je vous le dis, cette semaine encore, le ministre de l'Agriculture a décliné notre invitation pour participer à cette émission, mais qu'à cela ne tienne, cette semaine, nous avons pas un, mais deux parlementaires et je les en remercie. Tout d'abord, la région Grand Est est représentée par Fabienne Keller, eurodéputée. Bonjour Madame Keller, vous connaissez bien le milieu agricole, je crois. Racontez-moi un peu. Bonjour Jean-Paul, j'y suis comme beaucoup de Français très attachée, mais j'ai surtout démarré en fait ma carrière professionnelle au ministère de l'Agriculture sur l'organisation du marché des céréales. J'ai appris à respecter tous ces professionnels engagés et c'est resté une constante, par exemple en vacances. J'ai visité des territoires agricoles et regardé avec attention comment ils travaillaient de manière très respectueuse de l'environnement. Et l'Aveyron est représenté par un de ces députés d'une terre d'éleveurs et de gourmets que j'apprécie tant, Arnaud Viala. Bonjour, je crois savoir que vous êtes fils d'éleveur et que le Roquefort, ça vous parle. Tout à fait, donc je ne suis pas agriculteur moi-même, mais fils d'agriculteur, et je n'ai jamais voulu ou jamais pu quitter mon terroir, et donc j'habite aujourd'hui à 1 kilomètre de la ferme familiale. Bon, allez, ça y est, on est parti. D'abord, les actus la semaine, on y va. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Alors, Michael, quelle est l'actu la semaine qui t'a le plus énervé? Jean-Paul, ça commence à être récurrent. Moi, le gros coup de gueule aujourd'hui, c'est encore une fois contre une partie des médias nationaux qui manipulent l'opinion. Je prends l'exemple concret. Ce matin, Le Parisien, ils nous sortent le résultat d'un sondage et la question, elle est simple. Vous, les Français, êtes-vous favorables à la réautorisation de ces fameux insecticides tueurs d'abeilles?
Comment voulez-vous que les Français répondent quand on a une question pareille? Eh ben, à tous les coups, on nous dit non, 7 Français sur 10. Et puis ensuite, il y a 2-3 jours, sur Europe 1, l'émission de la matinale Mathieu Béliard et avec Fanny Agostini, eh ben on nous dit que les néonicotinoïdes vont être pulvérisés, on nous dit que les betteraves sont cultivées en monoculture, on nous dit qu'avec les néos, on aura moins de miel. Enfin, on manipule. Et puis en plus, on dit des fausses vérités. Ouais, mais peut-être que les agriculteurs, faut communiquer un petit peu plus, non, aussi? Je pense qu'on fait ce qu'il faut. Par contre, ces médias nationaux, il va falloir qu'ils investissent un petit peu dans des ressources humaines en capacité de comprendre nos métiers. Aujourd'hui, on a des journalistes qui sont du milieu général, qui ne connaissent pas nos métiers. Il faut qu'ils aillent, qu'ils viennent chez nous, qu'on leur explique. Bon, alors, messieurs, mesdames les journalistes, vous êtes invités à aller chez Michael, dans la Marne, tester un peu le tracteur et comment ça se passe sur le terrain. Et toi, Richard, c'est quoi l'actu qui t'a énervé? Pour être original, c'est aussi dans la presse. C'est tombé dans Ouest France samedi, concernant l'incident qu'il y a eu sur la station d'injection de biogaz à Châteaulin en Bretagne. En gros, il y a eu une cuve de digesta qui s'est déversée dans l'eau potable pour une cause de capteur qui a un peu merdé. Et du coup, le raccourci a été méthanisation égale bombe écologique. Et même des appels à l'arrêt de la méthanisation, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une source de dynamisme et de nouveaux revenus pour des territoires ruraux. Donc ça m'a bien énervé, d'autant plus quand il y a certains syndicats qui animent un peu le débat en appelant aussi à l'arrêt de la méthanisation. Bon, alors ça, c'est un coup d'épée pour la Confédération Paysanne, parce qu'il faut être clair dans cette émission, on doit tout dire. J'ai lu l'article et j'ai vu que c'est la conf qu'on invitera d'ailleurs prochainement. Et puis, mais qu'est-ce qui t'a énervé? Le fait que les agriculteurs n'étaient pas assez pros et qu'ils aient merdé quelque part vis-à-vis de leur unité de méthanisation, ou le fait qu'on emploie le terme de bombe? Je dirais les deux, parce que il y a tellement de sujets polémiques en ce moment. On va parler de phyto, on va parler de toutes ces choses-là. Depuis de nombreuses années, on n'a pas eu trop de filières qui ont émergé. La méthanisation est en train d'émerger. Il faut vraiment la choyer. On doit être plus qu'exemplaire pour pas qu'il y ait ce genre d'incident qui arrive. Et en plus, quand c'est montré du doigt par des personnes qui sont issues du métier, je trouve que c'est d'autant plus énervant. Bon. Et Bernard, quelle est l'actu de la semaine qui t'a énervé? Alors moi, l'actu qui m'a énervé, c'est la vidéo de L214 et l'amalgame aussi fait directement en disant, voilà, c'est un producteur de foie gras. Donc quand on voit la vidéo, c'est déplorable ce qui se passe. Et moi qui suis dans le milieu et qui connais bien, les canards qui étaient là, c'était des canards reproducteurs qui travaillaient pour un pouvoir spécialisé, parce que maintenant on voit l'information arriver derrière. Et quand on voit l'agribashing qui est fait par L214, alors qui dénonce quelque chose de réel, mais qui après parle d'arrêt de toute façon de cette production de foie gras, comme ils veulent arrêter l'élevage, c'est aussi une désinformation et une exploitation avec des gens qui ont pour simple idée aujourd'hui et idéologie de supprimer l'élevage tout en parlant de bien-être animal. Dans cette affaire, ce qui m'énerve, c'est que logiquement, ça ne devrait pas arriver. Ces élevages-là, notamment de reproducteurs, sont sous des surveillances avec des services vétérinaires. Il y a des contrôles et on se demande comment encore aujourd'hui on découvre sur un bâtiment, sur un site d'élevage, un bâtiment qui n'était pas déclaré, ou quand on voit les photos et les problèmes sanitaires qu'il y a dedans, ça ne devrait pas exister. Donc là aussi, moi je dis que l'État a quand même son rôle et que comme quand souvent on stigmatise dans les abattoirs les problèmes qu'il y a, c'est à l'État de régler ça. Mais si l'État ne le fait pas, est-ce que c'est pas aux agriculteurs de surveiller un petit peu plus ce qui se fait sur le terrain? C'est-à-dire aux agriculteurs, d'abord, il faudrait qu'ils le sachent. Moi, j'ai élevé des canards pendant longtemps, des canards prêts à gaver, et je fournissais aussi des gaveurs. Si j'avais su que j'avais un collègue qui faisait ça, d'abord, je serais allé le voir. Et s'il m'avait foutu dehors, j'aurais appelé les services vétérinaires pour qu'ils remettent quand même de l'ordre dans tout ça. Mais quand on vient comme L214 et qu'on se dit lanceur d'alerte et que l'on rentre illégalement dans des élevages qui sont aussi sous protection sanitaire, même s'il y a ça, c'est pas à eux de le faire, c'est au service de l'État. Je suis un démocrate et on a quand même une démocratie qui est organisée avec des services spéciaux. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, effectivement, c'est une émission interactive et on a déjà des remarques. D'ailleurs, François qui nous dit coup de gueule partagé avec toi, Michael. Vous savez que vous pouvez réagir en direct sur Twitter avec le hashtag TTF comme Tonton Farmer, bien sûr. Et on vient au cœur de cette émission, au dossier de la semaine, agriculteur, un métier à risque, point d'interrogation. Alors, pour poser le débat, je vais vous faire écouter ce témoignage de Franck Moreau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Franck Moreau. On en a beaucoup parlé notamment cet été sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait un message assez fort. Et il est président de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres. Et cet été, il nous a dit qu'il avait vu la mort en face. On l'écoute. Voilà, j'étais après rentré des bottes de paille, ce qu'on a l'habitude de faire dans cette période d'été. Ce qu'on fait régulièrement. Et donc, je suis allé chercher dans une parcelle où il restait une dizaine de bottes avec mon télescopique et puis la remorque 4 roues derrière. Et donc, je l'ai déclé dans la parcelle. Et donc, je me suis positionné en angle droit entre la remorque et le télescopique. Et donc, je suis descendu pour retirer la broche, pour décler la remorque et puis donc charger les bottes avec le télescopique. Et donc quand j'ai enlevé la broche et du fait que j'étais en angle droit, l'attelage de la remorque donc est sorti de la chape, voilà, ce qui était une évidence. Et donc comme j'étais dans l'angle fermé, la remorque a commencé à avancer. J'ai pas réagi tout de suite parce qu'on pense pas forcément au risque à ce moment-là. Et quand je me suis retourné pour retourner à la cabine du télescopique, la remorque était arrivée sur moi et elle m'a bloqué contre la roue du télescopique et je me suis retrouvé un peu comme un coin qu'on met sous une porte pour éviter qu'elle se ferme, et je me suis retrouvé coincé comme ça contre la roue du télescopique. Là où j'ai bien senti que c'était grave, c'est que quand elle m'a serré donc juste en dessous du sternum, voilà, ça m'a sorti l'air malgré moi des poumons, et là j'ai dit voilà, je suis vraiment en mauvaise posture, et c'est là je me suis dit écoute, c'est peut-être ton dernier moment. J'ai réussi en contorsionnant arriver à glisser le long du pneu jusqu'au moment où j'ai pu me dégager entre le châssis du télescopique et la roue du télescopique. Et vraiment, le constat à chaque fois qu'on peut faire, et que je fais là particulièrement sur ce qui m'est arrivé, c'est qu'on fait pas assez attention, on fait des choses machinalement. J'aurais dû faire le tour de ma remorque et là, pour enlever ma broche, j'étais dans l'angle ouvert où de toute façon, je pouvais m'esquiver sans aucun risque. Mais je l'ai pas fait parce que voilà, je suis descendu, je suis allé là au plus court et j'ai pas mesuré de tout le risque que je prenais, quoi. Quand on passe des permis de conduire et ainsi de suite, on nous parle justement de l'aspect de sécurité et je pense qu'il y a besoin de ces formations. Alors, malheureusement, quand on tape sur Google accident agriculture, il y a plein d'articles de presse qui montrent que chaque été, chaque année, et je vais vous donner quelques chiffres pour y voir clair. Chaque année, il y a environ 20 000 accidents du travail en agriculture, avec quasiment 90 décès par an. Et dans un cas sur deux, en fait, c'est un éleveur de bovins qui en est la victime. Et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'indice de fréquence des accidents diminue, mais on reste quand même, selon les années, de l'ordre de 30 accidents pour 1000 chefs d'exploitation, ce qui est énorme. Et je crois, Richard, que vous avez quelques données là-dessus de comparaison. Et oui, justement, le métier d'agriculteur, c'est le 4e métier le plus dangereux en France, même devant les militaires. On va dire le top, c'est marin, pêcheur, élagueur, pilote d'avion et agriculteur en numéro 4. Bon, donc c'est pas fameux. Et Bernard Lannes, à la coordination, vous devez étudier ces chiffres. Comment on explique de tels chiffres? Est-ce que c'est le stress, le fait que l'on travaille toujours plus d'hectares, le manque de formation? C'est quoi, à votre avis, la problématique? C'est un peu tout ça. Le manque de formation, non, parce que là quand même, la formation et l'information augmentent. Mais comme disait cet éleveur, il fait un travail habituel, les habitudes, mais il a aussi de plus en plus de pression de travail et de charge de travail sur ce qu'on appelle l'UTH, l'unité de travail humain, c'est-à-dire souvent l'agriculteur. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'il a expliqué, il ne fait pas attention et il s'expose durement à tout ça. Mais
ce que l'on dit souvent, nous, c'est que les agriculteurs assurent leurs machines, leurs salariés, mais pas forcément leur propre personne. Et lui, s'il y était arrivé quelque chose de grave, il mettait en péril son exploitation, parce que dans tout ça, eh ben, derrière c'est un accident grave, ça peut être aussi la survie d'une exploitation. Et c'est pour ça, quand on dit métier à risque, c'est qu'avec un S, parce qu'il y a plusieurs risques, mais il y a aussi derrière les moyens de se protéger et de s'organiser. Et ça, en agriculture, on a encore des marges de progrès à faire. Rémi Dumery qui dit de même, attelage de la remorque qui sort de la chape en train de baigner sur un tassilage, la flèche entre dans la cabine, souvenir d'un jeune bosseron en Sologne. Donc on voit que c'est pas des cas particuliers et que peut-être aussi il y a des problèmes techniques. Michael, par exemple. Non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que le matériel a évolué, mais vu le coût du matériel, le renouvellement est parfois difficile sur des activités qui sont pas forcément rémunératrices aujourd'hui. Mais il faut quand même que se dire que la santé humaine, c'est la priorité numéro 1. Et il y a quand même un gros travail qui est mené. Moi, je sais que je participe à des actions avec la FNSEA sur le document unique d'évaluation des risques. C'est la base. Donc, on a un super outil en ligne, Sistera, qui permet en fait assez rapidement de pouvoir travailler sur ce document-là et pouvoir réfléchir aux risques potentiels sur l'exploitation. Une fois qu'on y a réfléchi, après, voilà, on travaille progressivement suivant les moyens disponibles financiers, mais il y a aussi de l'accompagnement. La MSA parfois aide à des aménagements. On travaille progressivement à atténuer le risque pour se retrouver dans une situation qui soit plus acceptable, quoi. Et les chiffres aujourd'hui, accident de travail, donc il y a une charge en face sur la fiche de paye, et donc ce taux il évolue tous les ans suivant les statistiques. Et jusqu'en 2019, le taux il a baissé. Ça veut dire que l'action document unique d'évaluation des risques et la prévention elle a fonctionné. Bon, en 2020, il y a dû y avoir quelques accidents supplémentaires. Le taux, il a à la marge, mais augmenté un petit peu. Donc voilà, vigilance, faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là, la prévention. Alors, justement, allez-y. Oui. Arnaud Viala, je voudrais dire deux choses. D'abord, moi, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit les agriculteurs là au téléphone, c'est-à-dire qu'en gros, le risque aujourd'hui, il est multiplié du fait de la charge de travail, de la pression qui s'exerce. D'un autre facteur aussi qui est souvent la solitude de l'agriculteur sur son engin. Là où il y a 20 ou 30 ans, il y avait 2 ou 3 personnes qui travaillaient ensemble et qui donc pouvaient éventuellement intervenir si quelque chose se passait pour dégager l'autre, etc. Aujourd'hui, la mécanisation a fait que les gens sont souvent seuls et le drame il survient quand on est seul, qu'on est coincé et que personne ne peut être prévenu pour venir libérer. Sur le nombre d'accidents du travail, il se trouve que, peut-être les Français ne le savent pas bien, mais la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale est divisé en sections. Il y a une section de la sécurité sociale qui s'appelle accidents du travail et maladies professionnelles. Moi, j'ai été le rapporteur de ce budget il y a 4 ou 5 ans. Je m'étais penché plus spécialement sur la question des accidents du travail en agriculture, notamment avec la MSA et tous les acteurs. Et si le nombre d'accidents est bas ou pas tellement à la hausse, c'est qu'il y a une très forte sous-déclaration. C'est-à-dire que très souvent, on ne déclare pas l'accident du travail, en particulier celui de l'exploitant agricole, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, de péril de l'exploitation, etc. Et donc, il n'apparaît pas dans les chiffres. Mais je crois que ce nombre est élevé et qu'effectivement, il y a un volet prévention à renforcer beaucoup. Non pas du tout pour apprendre aux gens à faire leur travail, mais pour permettre justement que tous les outils de prévention soient mis en œuvre. Et aussi, bien entendu, il va falloir qu'on ait plus de transparence dans la déclaration du nombre d'accidents de travail en agriculture, de façon à ce qu'ils soient vraiment pris en compte. Alors, on va essayer justement d'améliorer. Je peux rajouter. Oui. Allez-y. Rajouter juste un détail. Oui. Bernard Lannes, par rapport à justement la non-déclaration des accidents de travail, c'est qu'en fait, il faudrait supprimer le délai de carence en cas d'accident du travail. Bien Tant sûr. qu'il y aura un délai de carence, les agriculteurs diront c'est pas grave, de toute façon, je vais rien toucher, donc je déclare pas. Et je suis parfaitement en accord avec ça. Bon, mais ça, on va faire du concret. Ça veut dire que, Arnaud Viala, on peut espérer que ça passe dans une proposition de loi? Ou c'est pas lié à la loi? Pour aller un cran plus loin dans ce que je viens de vous dire, moi j'ai été rapporteur de ce budget 2 années consécutives. La raison pour laquelle en agriculture, comme d'ailleurs dans d'autres professions, on est souvent en sous-déclaration, c'est que cette branche-là de la sécurité sociale, du fait de la sous-déclaration, c'est une des seules qui est excédentaire, et que donc, d'année en année, les gouvernements successifs ont toujours prélevé sur cette branche excédentaire pour renflouer les autres branches déficitaires.
Et donc, il n'y a pas vraiment de politique aujourd'hui d'encouragement à une meilleure prise en charge de l'accident du travail, puisque, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu là où la sécurité sociale se refait une cerise. Ah oui. Et effectivement, puisque ça passe d'un budget à l'autre. Mais c'est pas la MSA, quelque part, qui devrait dire, attention, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait de carence. C'est pas du ressort de la MSA? La MSA, elle est soumise à des règles d'indemnisation qui sont fixées par le Parlement, donc c'est vous. qui sont communes pour un type de risque à la MSA comme aux autres caisses. D'accord. Donc elle n'est pas en cause directement sur l'arbitrage. Ouais. Donc ça vaudrait le coup peut-être de voir cette problématique en sachant que dans le cadre des agriculteurs, il y a sous-déclaration comme ça a été signalé. Un peu sur le même principe, vous allez voir, Michael, il va vous faire une proposition. Alors d'abord à Arnaud et puis Richard pour Fabienne. Une proposition un peu d'amélioration de l'existant. Michael, c'est quoi ta proposition à l'attention d'Arnaud Viala pour améliorer l'existant ? Alors, pour améliorer l'existant aujourd'hui, globalement de l'agriculture en général, et des agriculteurs, et plus particulièrement des agriculteurs employeurs. C'est ressorti encore une fois, là, pendant cette crise Covid, il y a un objectif qui a été donné par le président de la République, entre autres, c'est la souveraineté alimentaire. Donc, dans l'objectif de pouvoir avoir une vraie ambition économique, une vraie relance que l'on puisse proposer, nous, à la nation, ce serait d'exonérer les charges pour l'ensemble des salariés de la production agricole. Aujourd'hui, les exonérations elles sont conséquentes pour les saisonniers. C'est indispensable parce qu'on sait qu'on a un problème de compétitivité. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, enfin, moi, ce que je proposerais, c'est vraiment sur tous les salariés, y compris les permanents. Je vous explique pourquoi. C'est véritablement ambitieux par rapport au plan écologique et d'agroécologie qu'on veut porter. Socialement, sociétalement, c'est ce qu'on nous demande. Et on sait très bien que l'agriculture biologique demandera de plus en plus de main-d'œuvre. Ça va permettre de réellement baisser le coût du travail, évidemment, vis-à-vis de la concurrence qui est déloyale, y compris par rapport à nos voisins européens. Mais c'est ça le plus surprenant, c'est que ça va pérenniser de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les saisonniers qui sont exonérés. Et parfois, il y a peut-être potentiellement des employeurs qui auraient tendance à se contenter de saisonniers, alors que potentiellement, ils pourraient peut-être signer des CDI. Et aujourd'hui, une branche professionnelle qui est capable de dire, nous, on va pouvoir embaucher des CDI, je pense que le gouvernement, il doit être attentif. Et le plus intéressant, me semble-t-il, et en termes d'image, et ça a été vu aussi encore cette année avec la crise sanitaire, c'est diminuer l'attrait du travail détaché par les employeurs. Aujourd'hui, au niveau RSE, au niveau sociétal, dire on est encore obligé aujourd'hui de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, c'est compliqué. Mais si les gens le font, c'est parce que parfois, et souvent, ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre française. Mais en plus, certains nous disent ça nous coûte aussi moins cher. Diminuer le coût du travailleur français et on aura moins de soucis de communication et de problématiques de dépendance aux travailleurs étrangers. Arnaud, bonne ou mauvaise idée? La vente directe et pour la vente directe, Arnaud. Moi, je crois que c'est une piste vraiment intéressante, mais pas seule. Je m'explique en 2 phrases. Si on ne travaille pas sur l'attractivité des métiers, et singulièrement des métiers de salariés agricoles, parce qu'il y a finalement autant de métiers de salariés agricoles qu'il y a de production, on aura beau baisser les charges, on n'aura toujours pas de candidats. Vous le dites justement, sur les saisonniers, les charges sont diminuées, et pour autant, dans la plupart des productions saisonnières, les agriculteurs sont obligés d'avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère parce qu'ils ne trouvent tout simplement pas de candidats sur le sol français. Donc on a un sur problème. Cette émission, on a l'habitude. Ouais, mais justement, je suis d'accord avec vous totalement. On a l'habitude de tout dire. On a l'habitude de tout dire. Et là, je vous assure. Je veux laisser parler les autres participants. Il y a un problème d'attractivité pour le métier de salarié, et il y a pour moi un problème fondamental à travailler sur la transmission des exploitations, parce qu'aujourd'hui, toute production confondue, le passage de génération est un moment terrible, alors que moi je suis partisan du maintien d'une agriculture orientée quand même sur sa base familiale élargie, bien sûr c'est notre débat mais on pourrait l'avoir, et si on ne travaille pas sur la transmission des exploitations, non seulement on ne trouve pas de main d'œuvre salariée, mais en plus il n'y a plus du tout de main d'œuvre familiale puisque les jeunes s'en vont.
Bernard Lannes, je crois. On peut dire, on a un vrai problème. On a des Français aujourd'hui qui veulent plus aller au travail. Il faut aussi travailler peut-être sur comment sont indemnisées des personnes qui travaillent plus parce que ils sont accompagnés. Le chômage, oui, il en faut, c'est indispensable. Mais il y a un moment, il faut quand même mettre ce dossier sur la table. On a des employeurs aujourd'hui qui sont appel à la main d'œuvre étrangère parce que près de chez eux, ils ont des chômeurs, mais les gars, ils veulent pas travailler. J'ai pas peur de le dire. Michael, il faut donner la parole. Fabienne. Oui, sur la question des travailleurs détachés, je voudrais quand même parler bien fort, que le monde est en train de changer, puisqu'une directive adoptée il y a 2 ans qui vise à limiter les abus, les entreprises artificiellement localisées dans les pays de l'Est en général et qui détachent des travailleurs, ne seront plus possibles. Cette directive qui a 2 ans a sa date d'application en fait au 31 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours. Donc, on n'en voit pas encore les effets, mais cela devrait limiter en partie l'attractivité des travailleurs. Mais de l'autre côté, je voudrais soutenir la proposition de Michael, qui est de rendre plus attractifs les CDI dans le domaine agricole. Moi, je le dis simplement, je trouve que la crise a changé le regard des Français sur les agriculteurs. On les a redécouverts pendant le confinement. On a redécouvert les circuits courts, on a redécouvert la dureté du travail agricole. On a aussi été reconnaissant que les agriculteurs continuent à nous donner de quoi manger et des fruits de saison. Donc, cette idée de réduire les charges sur ces emplois, même CDI, pas seulement saisonniers, je trouve que cela pourrait être une piste du plan de relance qui est en train d'être monté et où vous savez, de ce volet jeune qui cible notamment les employeurs pour que la génération là un peu en difficulté pour trouver un boulot puisse être un petit peu épaulée. Cela pourrait être une piste vraiment intéressante parce que je trouve que l'idée de mettre plus de personnes dans le monde agricole, du coup de pouvoir mieux développer l'agriculture bio dont on sait, vous l'avez rappelé, qu'elle a besoin de plus de main-d'œuvre, enfin ça va dans le bon sens. Et si une expérimentation pouvait être faite à l'occasion de ce plan lié à la crise, ce plan de relance, peut-être qu'elle pourrait être pérennisée après, conscient que nous sommes, que l'agriculture est un gros employeur. Merci Fabienne. Bernard. Jean-Paul. Oui, alors moi, Bernard, je reviens à ce qui a été dit. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais nous, à la coordination, on prend les choses à l'envers. On nous a parlé de souveraineté alimentaire et de secteur stratégique. Parce que nous, à la coordination, on estime qu'on est un secteur stratégique. Emmanuel Macron l'a dit, après la santé, c'est l'alimentation. Et c'est vrai que si pendant l'effet Covid, avec un virus qui paralyse tous les systèmes, on se retrouve sans alimentation, au bout de 2 jours, je pense que le peuple ne serait pas content. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je dis, nous, avec la coordination, c'est des prix rémunérateurs. Tant qu'on acceptera de payer l'alimentation et donc nos produits alimentaires de base au départ en dessous des coûts de production, vous avez beau diminuer les charges, on n'est pas aujourd'hui avec tous les milliards qu'on promet partout à trouver cet argent-là, mais si on organise le marché, si on remet de la contractualisation et si on repart avec des coûts de production, c'est-à-dire qu'un prix rémunérateur, c'est quoi? C'est coûts de production, plus salaire de l'agriculteur, plus rémunération des capitaux, et ainsi vous avez une agriculture pérenne. Tout ce qui a été dit avant découle de ça. Bon. Et si nous ne l'organisons pas et que nous nous retrouvons au moins 10 ans, il faut aller chercher de la main-d'œuvre à pas cher. Il faut envoyer des cochons se tuer dans des abattoirs allemands où on se retrouve avec des salariés exploités comme pire qu'au Moyen-Âge. Et donc, moi, je ne rêve pas de payer des salariés à 2 ou 5 euros de l'heure. J'estime que quand il y a 4 ans, nous étions 3 centimes de blé dans 1 euro de baguette, on appelle ça la transparence des marges pour renvoyer un peu, par organisation, parce que ça ne se décrète pas, par organisation du marché, de la plus-value sur la production, et de même vous aurez une agriculture pérenne, et je suis d'accord avec Arnaud Viala, une agriculture dite familiale, c'est-à-dire transmissible, et pas une agriculture sur laquelle on vient spéculer, et notamment en ce moment, les distributeurs, parce que les centrales d'achat se comportent comme avant le Covid. Bernard, merci. On passe la parole à Richard qui va faire une proposition d'amélioration. La seconde, il n'y en aura que 2. Richard. Tout à fait. Et moi, je vais parler plutôt du remplacement de l'agriculteur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, en France, on a un super réseau de services de remplacement dans tous les départements qui permet aujourd'hui à tout agriculteur de bénéficier d'un remplacement en cas de maladie ou d'accident.
Donc c'est un réseau qui a fait ses preuves, qui est même envié dans certains domaines économiques, mais qui doit faire face à d'autres enjeux. Comme on vient justement de le dire avant, la difficulté de recruter des salariés compétents et surtout multidisciplinaires qui sont capables de s'intégrer dans tous les systèmes d'exploitation pour remplacer l'agriculteur. Et puis aussi la complexité croissante des fermes. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué et l'aspect gestion prend de plus en plus la place principale. Donc ma proposition, elle est simple, c'est de se baser sur le collectif. Et c'est Arnaud qui parlait justement tout à l'heure de solitude. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir réinventer un peu le collectif avec des plateformes numériques. Et ma proposition, c'est de diffuser ces plateformes numériques dans tous les organismes qui sont de près ou de loin dans la prévention et le remplacement de l'agriculteur. Donc ces plateformes, il y en a plusieurs qui existent en France. On peut parler d'Agri-Échange, qui est une plateforme qui va permettre de faire appel à des agriculteurs dans le cadre de l'entraide. On peut parler de Mission, notamment des bras pour ton assiette, où on peut aller solliciter un salarié agricole, ou encore Linkin Farm, qui va un peu plus loin, qui propose une gestion complète de l'entreprise agricole et qui peut avoir sa pertinence, notamment lorsque l'agriculteur est absent sur une longue période et qu'il faut gérer plus qu'un cycle de production. Fabienne, bonne ou mauvaise idée? C'est simple. Moi, je suis d'accord avec ça aussi, à ceci près qu'il faut mettre en face une réalité économique et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes d'exploitation, l'exploitant, il fait par exemple un nombre d'heures et de jours de présence tellement infiniment supérieur à la norme du temps de travail hebdomadaire et mensuel actuellement en vigueur en France, que pour le remplacer, s'il est absent ou malade, il faut pas une personne, mais il en faut 3 parfois. Donc économiquement, ça ne joue pas. Et je pense que ces outils dont vous parlez, qui ont tout à fait leur place dans ces réflexions, ils doivent pour moi être assis sur une intelligence territoriale, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à des acteurs locaux pour porter ensemble une réflexion sur la meilleure manière d'organiser une meilleure attractivité de l'agriculture et de ses métiers, des meilleurs systèmes de remplacement. Je cite juste un exemple, ce qui est fait sur mon territoire, ce qu'on fait sur mon territoire là, de ma partie du département de l'Aveyron. On organise des farm dating chaque année avec la présentation des productions et on fait venir des jeunes des lycées professionnels, parce que contrairement à ce qu'on croit, les lycées agricoles aujourd'hui ne sont pas peuplés que de fils agriculteurs, puisque précisément cela s'en détourne. Il y a pas mal de jeunes qui sont issus d'autres milieux et qui se lancent dans ces études sans vraiment connaître le débouché professionnel auquel ils se destinent. Et quand on les fait venir au contact des acteurs du monde agricole et qu'on les encourage à aller visiter les fermes, à aller dans des stages de sensibilisation, etc., ça ouvre déjà la voie, une première voie. Alors, c'est pas du numérique, c'est du tactile direct en live, mais à mon avis, l'intelligence territoriale a toute sa place là-dedans. Si on donne aux collectivités territoriales un peu de marge de manœuvre et quelques moyens pour accompagner ces démarches. Fabienne, vous partagez? Je partage complètement. Moi, je pense qu'il y a un goût aujourd'hui pour les terroirs, pour la production, et que les jeunes s'y intéressent, et comme vous le dites souvent de domaines autres, que savoir créer des contacts. Je pense qu'il ne faut pas opposer la rencontre, je trouve ça génial, des farm dating et les sites internet. Tout ça se nourrit et s'encourage. Les sites ou les réseaux sociaux dédiés ont l'avantage aussi de montrer une agriculture totalement moderne, utilisatrice des outils les plus branchés, des différentes manières d'échanger très, très transversales, peu formalisées. Donc moi, je pense que dans cette recherche de sens qui caractérise beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui, l'agriculture a vraiment quelque chose à leur offrir. Encore faut-il qu'il y ait des occasions, comme cela vient d'être dit, de toucher, de sentir, de faire un stage, de faire une immersion, de rencontrer quelqu'un qui est passionné. Et aussi de l'autre côté, comme le disait Arnaud, de rendre possible au moment du souhait de l'investissement l'installation, n'en faisant pas un Everest financier, une montagne inaccessible. Donc oui, ces formes modernes sont vraiment précieuses dans l'agriculture. Bon. Éric Gérard. Non, sinon on n'arrivera pas à balayer tous les sujets, excusez-moi. Éric Gérard, il y a un nouveau risque que vous proposez d'assurer, c'est l'inaptitude professionnelle. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors ça rejoint effectivement les sujets qui ont été évoqués et un des risques qui pèse sur les exploitations agricoles et notamment celles de petite taille. Quand on est confronté à un cas d'inaptitude professionnelle, on a un cumul de charges qui s'opère. D'abord une charge financière puisque la législation prévoit que quand on est obligé d'aller jusqu'au licenciement du collaborateur, ça double l'indemnité de licenciement, donc ça crée une charge et un coût de trésorerie très fort sur l'entreprise. Et puis il y a le coût bien évidemment humain et de compétences puisqu'on est privé d'une compétence qu'il faut, et ça rejoint le débat précédent, procéder à une recherche, à un recrutement, voire à des formations pour retrouver cette capacité à faire. C'est en fait en concertation avec les acteurs du monde agricole qu'on nous a demandé de réfléchir à ce sujet. Ça part d'une réalité opérationnelle et l'idée c'est de venir absorber une partie de cette charge et notamment la partie financière. Donc on a travaillé, on a fait valider ça par nos administrateurs qui sont aussi des acteurs du monde agricole et on met en place ce produit mais avec une caractéristique particulière et qui rejoint ce qui a été évoqué. On ne peut pas faire que du curatif par rapport aux accidents du travail, par rapport aux problématiques d'inaptitude professionnelle. Et donc on a assorti ce produit d'un fonds dédié à la prévention. À la prévention et à l'accompagnement de la personne qui va se retrouver confrontée à l'inaptitude et donc potentiellement à son licenciement. Et ce fonds, il a la particularité d'être mutualisé et d'être géré par les partenaires sociaux, donc par les représentants patronaux et syndicaux du monde agricole qui vont disposer de ces sommes, qui sont une partie bien sûr des cotisations, et qui vont pouvoir renvoyer sous forme de soutien et sous forme d'action de prévention auprès des entreprises ce dispositif. Éric. Donc voilà, c'est une création et réellement destinée à là aussi à accompagner le monde agricole comme ça c'est un nouveau produit, mais est-ce qu'on peut dire que le monde agricole est un peu à la ramasse en matière de protection sociale ou pas? Alors, c'était intéressant dans les débats parce que effectivement, on dit mais comment on attire les jeunes, comment finalement on les fidélise. Il y a, comme l'a dit Fabienne Keller, il y a des aspects technologiques. Le monde a changé, l'agriculture offre un nouveau visage, mais il y a aussi des méconnaissances. Or, sur la protection sociale, il faut avouer qu'il y a une grande méconnaissance de la qualité des régimes de protection sociale qui ont été créés par les secteurs professionnels dédiés et qui n'ont rien à envier, loin de là, à ce qu'on peut trouver dans l'autre univers qu'on appelle le monde interprofessionnel. Aujourd'hui, le risque d'essai, l'incapacité de travail, l'invalidité, la santé ont des dispositifs collectifs, donc sur des modalités qui privilégient la mutualisation et qui montrent leur efficacité sur la durée, puisqu'ils sont gérés par les représentants du monde agricole. Mais je voudrais rajouter un exemple qui pour moi est significatif. Aujourd'hui, on a une loi Pacte publiée en 2019 qui promeut la retraite supplémentaire. Alors oui, ça se fait dans la perspective d'une réforme plus large de la retraite, et on dit il va falloir épargner en surcomplément par rapport aux dispositifs qui sont obligatoires. Les cadres de la production agricole ont mis en place ce dispositif de retraite supplémentaire en 1952. 52. C'est-à-dire que clairement, si aujourd'hui, je vais vous dire, si les périphériques de la rémunération constituent un élément différenciant, et un parmi d'autres, bien évidemment, avec la formation et autres, mais pour le recrutement et la fidélisation, alors l'agriculture est clairement en avance sur le sujet. Alors on a parlé de plusieurs risques, mais il y a le risque sociétal. Un agriculteur qui sort peut se faire tirer dessus lorsqu'il sort avec son pulvérisateur ou se faire malmener. Est-ce qu'il y a de nouveaux risques qu'il faut intégrer? Qui prend la parole? Jean-Paul, Michael. Moi j'en ai recensé bon nombre des risques. Bon, il y a le risque climatique. Là, il est flagrant en ce moment. Donc, à la limite, pour le couvrir, il y a l'assurance. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de l'irrigation. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Le risque financier, on a des investissements colossaux qu'on est obligé d'amortir sur des durées tellement longues qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour un agriculteur et encore plus un JA d'aller voir le banquier sur des investissements aussi longs. On a un risque juridique, les normes qui sont quasiment inapplicables, qui se superposent, qui sont voire même contradictoires. Aujourd'hui, un agriculteur contrôlé, quelqu'un de minutieux, contrôleur, on est forcément mis en défaut. Le risque d'être employeur, le risque, tiens, ça corrobore avec ce que vient de dire Eric, le risque d'embaucher quelqu'un qui a de plus de 55 ou 60 ans. Aujourd'hui, le fait d'avoir un produit d'assurance inaptitude, c'est rassurant. On peut se dire, je signe un contrat avec quelqu'un un peu plus âgé,
même si, au pire, il y a une inaptitude dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je suis couvert et je mets pas en difficulté mon entreprise. Il y a le risque aussi, alors ça c'est la petite anecdote, c'est de rester célibataire ou de devenir célibataire, parce que c'est quand même des métiers qui sont quand même pas faciles et qui sont souvent en zone rurale et parfois c'est compliqué. Voilà. Ouais, mais je suis pas certain que ça s'assure. Il est 19h40, je suis désolé, c'est passé à une vitesse faramineuse, mais ça montre que c'était intéressant et que justement le sujet méritait d'être traité. Bon voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Je tenais à remercier bien sûr nos invités, Madame Keller et Arnaud Viala en particulier, nos partenaires de l'association Co-Farming, la coordination rurale. Vous pouvez pas dire qu'on vous invite pas à la coordination rurale. Et Bernard, merci d'être avec nous. Et puis aussi notre partenaire Éric Gérard avec le groupe Agrica et la Banque Populaire qui nous soutient et on l'en remercie aussi. Rendez-vous mardi 1er septembre, donc mardi prochain à 19h précise. Vous allez voir, on va vous trouver un nouveau sujet d'actualité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.